Un suspect mis en examen et écroué avec de l'ADN d'Agathe Hilleray dans sa voiture. Et une foule de questions parce que cet homme est un violeur récidiviste. Alors, devant le juge d'instruction, cet homme d'une 50aine d'années a reconnu avoir porté 2 coups à cette jeune femme qui était partie, rappelez-le, faire un footing dans les environs de Vivonne. Retour d'abord sur toute cette affaire avec Pierre-Louis Bousset. Il avait dans un premier temps reconnu avoir été en contact avec Agathe Hilleray. Didier, elle, a finalement avoué avoir porté 2 coups ayant entraîné la mort de la jeune femme. Il a été mis en examen pour meurtre suivi, accompagné ou précédé d'un autre crime, à savoir enlèvement ou séquestration. Les faits sont partiellement reconnus en ce qu'il reconnaît 2 coups ayant entraîné la mort, mais sans intention de la donner. L'instruction, nous l'espérons et nous tenterons d'y contribuer, permettra de faire la lumière sur tout cela. Une étape majeure dans une enquête démarrée il y a plusieurs mois, dans ces bois, aux alentours de Vivonne, dans la Vienne. Le 10 avril, Agathe Hilleray, 28 ans, part faire un de ses joggings dont elle a l'habitude. Ne la voyant pas revenir, son père alerte les autorités. La jeune femme se serait-elle perdue? Une hypothèse peu probable. Bien que physiquement fragile, cette coureuse assidue effectuait régulièrement des parcours de 10 ou 20 km sur ces sentiers qu'elle connaissait très bien. Des jours durant, les gendarmes ratissent les champs et les forêts. Même les cours d'eau alentours sont fouillés. En vain. C'est dramatique parce que quand même des choses comme ça dans ces petits patelins comme chez nous là, un peu bizarre. Je plains énormément ses parents, ses grands-parents, c'est la famille quoi. Attendre comme ça, c'est très long. Le corps d'Agathe Hilleray est finalement retrouvé le 4 mai dans un sous-bois fréquenté par la joggeuse. La montre connectée qu'elle porte au poignet va nourrir l'hypothèse de l'acte criminel. L'appareil relève en effet une intensification du rythme cardiaque d'Agathe Hilleray, signe d'un effort soudain juste avant son décès. La géolocalisation indique que le cœur de la jeune femme a cessé de battre à un endroit différent de là où son corps a été retrouvé. L'autopsie n'avait cependant pas pu identifier la cause de la mort d'Agathe Hilleray. Alors j'accueille avec Dominique Rizet sur ce plateau Bruno Quézac, ancien commandant de la section de recherche de Nancy, et puis bonjour, le général Daous, l'ancien directeur de l'IRCGN. Merci tous les deux d'être avec nous. Je reviens sur ce que disait l'avocat dans le sujet, l'avocat du suspect qui reconnaît 2 coups sur cette jeune femme ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Vous pouvez nous éclairer ? Alors, ça arrive régulièrement avec certains auteurs, des auteurs souvent récidivistes, violents, sans empathie, qui ont un portrait psychologique bien déterminé, qui ne va donner des bribes de l'action que confronté à des éléments de preuve irréfutables. Pendant la garde à vue, il y avait déjà un dossier qui a mené vers lui et l'ADN d'Agathe a été trouvé dans le coffre de sa voiture. Donc, vous l'avez transporté, vous avez transporté le corps, qu'est-ce qui s'est passé? Là, je suis bien obligé de dire quelque chose. Mais je ne vais pas dire que je l'ai agressée, violée, puis je m'en suis débarrassé. Non, j'ai donné un coup, j'ai donné 2 coups, elle est morte. Souvenez-vous, Nordal-Lelandais. Même chose, même schéma. Qu'est-ce que ça va changer finalement? Ah, c'est une qualification des faits. S'il y a viol, acte de barbarie ou autre, on est sur autre chose que des coups et blessures volontaires en ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Mais là, la difficulté, c'est que le corps d'Agathe Hilleray, il a été retrouvé dans un état très dégradé. Et du coup, on ne saura pas exactement ce qui lui est arrivé entre le moment où elle disparaît et la fin de sa vie, en fait. Si exactement, comme Maëlys. Exactement. Comme Maëlys. Tout à fait. Alors, Bruno Quézac, on peut souligner dans ce chapitre le travail des enquêteurs, puisque pendant sa garde à vue, on passe sa voiture au peigne fin et on trouve de l'ADN. Et là, effectivement, confronté au matériel, il va avouer. Oui, on peut le souligner dès le début de l'affaire, en fait, parce que si on rembobine le dossier à l'annonce de la disparition d'Agathe, vous avez tout un ensemble de recherches qui sont conduites à l'époque sous la houlette du commandant de groupement de gendarmerie et qui amènent déjà un certain nombre d'éléments plus particulièrement probants, comme le fait que les chiens s'arrêtent à un endroit particulier ou que les téléphones arrêtent de borner à un autre endroit. Et puis derrière, vous avez 3 semaines ou 1 mois après, à peu près, la découverte de la victime qui nous ramène à un autre contexte, à un autre environnement. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon, non pas la scène de crime, puisqu'au départ on n'en avait pas, mais ce qu'on appelle la sphère d'investigation. Alors je vais aller très rapidement vous développer ce concept qui a été conçu par le professeur Delémont de l'Université de Lausanne et qui a été aussi formalisé par le colonel Crispino, qui est un ancien de l'IRCGN.
L'idée, c'est de recueillir dans un espace donné, puisque vous n'avez pas un lieu précis cohérent au départ, dans un espace donné, l'ensemble des traces que vous pouvez y trouver, qui peuvent être des traces matérielles ou numériques, et on le verra plus tard. Vous avez aussi un certain nombre de témoignages. Vous prenez cet ensemble de traces, vous les travaillez de façon technique, soit avec l'ANACRIM pour les témoignages, soit avec le concours de la criminalistique pour les traces évoquées, et puis vous cherchez à reconstruire l'événement tel qu'il a pu se passer. Ça, c'est ce qu'on appelle le travail de la sphère d'investigation. Si vous prenez le travail qui a été fait par le groupement au départ, qui permet donc de matérialiser un point de départ, un point de disparition en fait de la personne, et puis que vous arrivez après au travail fait par les enquêteurs, notamment sur l'exploitation des traces numériques, la montre connectée, le téléphone, on se rend compte qu'en fait tout s'emboîte correctement. C'est-à-dire qu'on peut matérialiser par ce double travail le fait que la personne a été transportée, qu'elle n'a pas été tuée sur le lieu où les chiens avaient marqué, mais qu'elle a bien été déplacée là où on l'a trouvée. On s'est posé la question avec Pauline, est-ce que finalement, si le type, l'auteur, présumé, avait emporté la montre connectée, comment ça se serait passé? Moins bien. Si on n'avait pas retrouvé la montre connectée d'Agathe, qu'est-ce qui se serait passé? À ce moment-là, on serait passé par l'application, parce que la montre connectée, elle a son correspondant application avec la téléphonie. Et avec l'application qui a un compte bien particulier, on aurait pu, à travers de cette application, voir les éléments qui étaient enregistrés sur la montre connectée. Donc même sans la montre, on y arrivait, c'est ça ce que vous dites? On y serait arrivé. Même sans la montre, on aurait découvert que son cœur avait battu trop fort anormalement, donc c'est la peur qu'elle a eue quand l'homme s'est approché d'elle. On aurait su aussi, même sans sa montre, que son corps avait été déplacé? Alors, sauf difficulté de synchronisation entre la montre et le portable, donc l'application sur laquelle tout était enregistré, qu'il aurait pu y avoir des blancs dans cet enregistrement. Le fait que la montre n'a pas été retrouvée sur elle, il faut le savoir. La montre a été retrouvée, jetée à quelques mètres d'elle. À quelques mètres. Donc cet ensemble d'éléments-là était déjà suffisant pour qu'on sache qu'il y ait l'intervention d'un tiers. Alors plus vicieux, si la montre a disparu et le portable d'Agathe, est-ce que l'application, elle garde en mémoire, si les enquêteurs vont la consulter, les battements de cœur, le corps déplacé, si on n'a ni la montre, ni le téléphone? Là, il faut voir avec les concepteurs de l'application pour voir ce qu'ils ont une captation de données en amont. Bon. Mais s'il n'y a pas tout ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui les a pris. Alors, ce qui intéresse aussi dans ce dossier... Après, si je peux me permettre, si malheureusement on n'a pas les traces numériques, on a quand même toutes les autres traces, les témoignages. Oui, on a l'humain, à l'ancienne. Exactement. Ça marche pas la même chose. C'était pas tout à fait pareil. On vit avec son temps, on est bien d'accord, mais on avait quand même déjà suffisamment d'éléments intéressants qui avaient été recueillis dans la phase initiale de la recherche. Et puis derrière, dès lors qu'on a localisé un certain nombre et identifié un certain nombre de suspects et qu'on identifie petit à petit le suspect principal, alors justement, ce n'est pas que les traces numériques qui permettent de faire ce travail. Okay. Alors ce qui intéresse justement, c'est le profil de cet homme, Didier L, la cinquantaine, il est ouvrier agricole, connu des services de justice. Quel est son parcours, Sabina Ikazova? Combien de condamnations? Effectivement, Didier L a déjà été condamné à 3 reprises. 9 février 1994, il a 29 ans. Il est condamné pour une première fois par la cour d'assises du Puy-de-Dôme. 12 ans de réclusion criminelle pour le viol d'une femme sous la menace d'une arme. 10 ans plus tard, l'histoire se répète. Le 27 février 2004, nouvelle condamnation, cette fois par la cour de la Haute-Loire. 30 ans de réclusion pour un viol commis sous la menace d'une arme en récidive et agression sexuelle. Il a donc 3 condamnations inscrites au fichier. Finalement, après 20 ans de prison, il sort en octobre 2024 sous surveillance judiciaire et obligation de soins. Une chance qu'il ne saisit pas, puisque très vite, tout bascule. Le 10 septembre 2025, l'ADN d'Agathe Hilleret est retrouvé dans son véhicule. 2 jours plus tard, donc le 12 septembre 2025, il est finalement mis en examen pour meurtre aggravé précédé d'enlèvement et de séquestration. Il retourne en prison. Merci beaucoup, Sabina. On a des chiffres qui ont été donnés par la procureure de Poitiers. On a, regardé, 7000 appels à témoins qui ont été vérifiés, 1200 heures de vidéosurveillance, 1000 auditions et 650 PV. Donc c'est un travail de fourmi qui a été fait. Comment est-ce qu'ils ont épluché, j'imagine, le fichier des auteurs d'agressions sexuelles et de violences? Et comment est-ce qu'ils sont revenus? Comment est-ce qu'ils se sont rapprochés et qu'ils ont mis cet homme, ce suspect, dans la nasse? Alors, il y a une cellule d'enquête qui est mise en place. Il y a une vingtaine d'enquêteurs qui sont déjà armés, entre guillemets, avec tous les moyens modernes de la gendarmerie, dont notamment le pôle, ce qui est devenu aujourd'hui l'unité nationale de
de police judiciaire de la gendarmerie de Pontoise, qui va travailler effectivement sur toutes les données existantes. Et puis, vous avez un certain nombre d'enquêteurs du groupement qui sont détachés dans la cellule. Et puis, le cas échéant, on va chercher des expertises ou des compétences partout en France où on a des gendarmes qui en disposent, pour les agréger le temps nécessaire à l'enquête, pour aller exploiter, j'allais dire tronçon par tronçon ou piste par piste, toutes les données pour petit à petit les évacuer du champ d'investigation. Donc c'est pour ça que le travail, c'est pas un travail qui est segmenté, si vous voulez. Il y en a un qui va s'occuper de la partie technique, l'autre non, on regroupe l'ensemble des données, on se donne une hypothèse ou une cible et on travaille sur la cible sur tous les moyens. Et là, on a des enquêteurs qui viennent s'agréger de façon ponctuelle à la cellule d'enquête qui était pilotée par la SR de Poitiers. À chaque fois qu'une joggeuse disparaît, on raconte la même chose. On dit bon d'accord, on va chercher. Il y a plusieurs façons de travailler. Bon, on va chercher d'abord son petit ami, s'il en a un, sa famille, ses collègues de travail, troisième, les gens du coin, et puis le fichier des prédateurs sexuels. On finit toujours par ça. Or cette fois-ci, c'est comme ça que ça a marché. Et c'est ça qui a permis aux gendarmes, donc vous disiez, je crois que c'est une 50aine de personnes qui ont été vérifiées, inscrites au fichier des délinquants sexuels. Et tous, un à un, ont été questionnés, on est allé les voir, il y a eu des écoutes téléphoniques, et finalement on tombe sur celui-là. Oui, c'est du beau travail. Ben voilà, faut le dire quand c'est bien fait. C'est du boulot à l'ancienne. C'est de la police judiciaire à l'ancienne. C'est tradition et modernité. C'est le travail à l'ancienne. Ah, c'est joli ça. Travail de terre, c'est un beau slogan de la gendarmerie. On travaille à l'ancienne et aujourd'hui on agrège toutes les compétences que connaît très bien le général. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Donc, la PJ Versailles, pardon, je vous laisse parler, mais la PJ Versailles avait fait la même chose avec la disparition de Louise dans l'Essonne. Tout à fait. Les policiers témoignages de voisins, porte-à-porte. Vont faire du porte-à-porte et découvrent qu'un gamin a les bras griffés. Moi, j'ai une petite question sur la sortie de prison de cet individu, donc Didier L, puisqu'il sort en octobre 2024 et il est sous surveillance avec interdiction de rentrer en contact avec les victimes, injonction de soins, obligation de travailler. On ne pouvait pas le garder en rétention parce que quoi, il n'y avait pas la loi, enfin la loi n'était pas rétroactive. Alors voilà, il y a deux possibilités en fin de peine, parce qu'il faut rappeler qu'il avait eu condamné à 30 ans de réclusion criminelle avec en récidive avec une période de sûreté de 20 ans qui a été appliquée. Le juge d'application des peines ou le tribunal d'application des peines à la sortie peuvent le maintenir encore en prison. Ils ont fait le choix de la surveillance judiciaire qui donne un certain nombre de moyens, qui est l'obligation de soins, la vérification avec le médecin qui vient bien aux soins, qui suit bien son traitement, les convocations régulières, que ce soit à la brigade de gendarmerie ou au commissariat suivant où il est, l'obligation de travailler, de dire ce qu'il fait, etc. Dès qu'il se déplace, il doit donner. Mais on voit bien que cette surveillance judiciaire n'est pas une surveillance de tous les instants. La preuve, c'est qu'il était à l'extérieur et que c'est à l'extérieur qu'il a fait perpétrer ce nouveau crime. Donc, il y a un autre procédé qui est la rétention de sûreté. Et on se dit, mais on aurait pu la lui faire. Ça a été sorti en 2008. La loi est sortie en 2008. Mais elle n'est pas rétroactive. Il a été condamné en 2004, donc ça ne lui est pas applicable. Voilà. La rétention de sûreté, qui aurait été très certainement appliquée au regard de son profil, vu tout ce qu'avaient dit les magistrats, eh bien, faisait qu'il sortait de la prison pour aller dans un établissement spécialisé, enfermé. Donc aujourd'hui, par exemple, ce cas se présenterait, il passerait probablement par la rétention de sûreté. Très probablement. Elle est réévaluée chaque année par une commission régionale de la rétention de sûreté, mais avec une commission pluridisciplinaire, psychologue, psychiatre, etc. Mais il faut, François Daoust, que la rétention de sûreté, elle soit annoncée au moment où la personne est condamnée. Exactement. Tout à fait. Et qu'on dise à cette personne, vous partez en prison pour 30 ans, avec 20 ans de sûreté, et à l'issue de votre peine, exactement, quand vous aurez fait 25 ans que vous sortirez, on pourra vous appliquer la rétention de sûreté. Voilà. Bon, même chose, même question qu'on se pose aussi. Cet homme, il entre en prison à 29 ans. Il entre en prison à 29 ans. Aujourd'hui, il en a 60. Entre 29 ans et 60, il y a 31 ans, il a passé une seule année dehors. Il a toujours été en prison. Il a agressé ou violé ou peut-être tué cette fois-ci. Il va être jugé, on ne sait pas encore. Il est toujours présumé innocent. 3 fois. Est-ce qu'on se pose la question dans ces cas-là, à l'enquêteur, technicien, est-ce qu'on se pose la question dans ces cas-là, c'est ce qu'on se demandait, et qu'est-ce qu'il a fait avant l'âge de 29 ans? Est-ce que d'un seul coup, à 29 ans, il démarre comme prédateur sexuel gravissime?
Est-ce qu'on va quand même aller jeter un petit coup d'œil avant 29 ans, par où il est passé, où il habitait? Est-ce qu'il y a eu des filles agressées, tuées, des affaires non élucidées, violées? On jette un œil ou Alors, historiquement, on fonctionnait pas comme ça jusqu'à ce qu'on les progrès de la science déjà permettent d'aller récupérer des traces exploitables beaucoup plus en avant dans la durée qu'on ne pouvait le faire avant. Avant, malheureusement, les traces, il n'y avait pas l'ADN, il n'y avait pas donc les traces matérielles s'estompaient et les capacités d'analyse et d'exploitation de ces traces étaient finalement assez réduites. Donc, quand on avait un dossier criminel d'ampleur, je fais référence à quelques cas personnels que j'ai vécus dans ma carrière, on se concentrait sur ce cas-là. Le cas échéant, on allait peut-être chercher dans une proximité relative, mais on ne remontait pas sur 30 ans. Okay. Aujourd'hui, les choses ont changé. Merci beaucoup à tous les deux. Comme vous êtes bons, je vous garde, vous restez avec nous. Dans un instant, on parle du témoignage de Jennifer, l'ex-compagne de Cédric Jubilard. Elle lui lance un appel à 8 jours de l'ouverture du procès aux assises. Un procès qui arrive à grands pas, celui de Cédric Jubilard. Il s'ouvre le lundi 22 septembre, dans 8 jours exactement, devant la cour d'assises d'Albi, avec une question. Cédric Jubilard est-il coupable de la disparition et de la mort de sa femme Delphine Jubilard, dont le corps n'a pas été retrouvé? Avec nous sur ce plateau, en plus de nos deux invités, Mourad Batik, avocat de l'oncle et de la tante de Delphine, et Maxime Brandstetter, journaliste, reporter, Ligne Rouge. Aujourd'hui, nous vous proposons justement un témoignage exceptionnel, celui de Jennifer, celle qui a partagé des parloirs avec Cédric Jubilard, une jeune femme de 31 ans, c'est son ancienne compagne. Ils se sont rencontrés sur les réseaux sociaux et ce qu'elle a raconté aux enquêteurs a de quoi intriguer. Écoutez. Elle est l'une des personnes à avoir le plus côtoyé Cédric Jubilard depuis sa mise en détention. Lorsqu'elle entretenait une relation avec son ex-compagnon, Jennifer C. s'était régulièrement rendue dans le parloir de la prison où Cédric Jubilard est incarcéré. Des moments durant lesquels il serait allé jusqu'à mimer le meurtre de sa femme Delphine. Il se met derrière moi, en fait. Il met son avant-bras sur mon front et son autre bras en clé de coude. Il me dit, mais là, est-ce que tu peux crier pour montrer qu'on ne peut pas crier quand on se fait étrangler? Pour Jennifer C., ce qu'il s'est réellement passé à Cagnac-les-Mines dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 ne fait aucun doute. Cédric Jubilard aurait prémédité son acte. Mon intime conviction, c'est que c'est Cédric, quoi. Et ça faisait, pour moi, c'est pas un meurtre, c'est un assassinat. C'était soit avec Cédric, soit il n'y a plus Delphine, en fait, pour les raisons aussi qu'il m'a évoquées, donc la maison, les enfants. Elle fait également part de menaces à peine voilées qu'aurait proféré Cédric Jubilard à son encontre. Il m'a menacé plusieurs fois en me disant, si tu me trompes, tu vas finir à côté de Delphine, ou si tu me trompes, tu sais qu'est-ce qui va t'arriver. C'est à partir du mois de juin que Jennifer cesse de se rendre au parloir, ce qui n'a pas empêché Cédric Jubilard d'essayer de la contacter à au moins 5 reprises. Voici l'un des messages qu'il a laissés sur le répondeur. Cédric Jubilard a été entendu jeudi par les enquêteurs pour subornation de témoins en raison de ses appels. Il n'est désormais plus autorisé à contacter Jennifer C. Maxime, c'est vous qui avez rencontré cette jeune femme, Jennifer. D'abord, est-ce que tout ce qu'elle a pu vous raconter vous semble crédible et quelle impression elle vous laisse? Oui, on l'a rencontrée avec Nicolas Badjoni pour Ligne Rouge et l'impression qu'elle nous laisse, c'est quelqu'un peut-être d'un petit peu perdu, mais qui aujourd'hui, en tout cas, a vraiment peur de Cédric Jubilard. Je m'explique. Elle nous a paru sincère quand elle nous a raconté être tombée amoureuse de Cédric Jubilard. Pour expliquer, elle le contacte dès le début de l'affaire. Elle le connaît pas, elle habite à quelques heures de route. Elle lui envoie un message lorsqu'elle voit la médiatisation et la disparition de Delphine. À l'époque, elle lui propose de l'aider peut-être à la chercher. Et puis, ils maintiennent un lien comme ça pendant tout un certain temps. Cédric Jubilard a d'autres petites amies entre-temps. Et puis, quand il est en prison, ils finissent par se voir et par entamer une relation amoureuse, une relation charnelle au parloir. Et elle a vraiment été amoureuse de lui. Et elle, dans ce qu'elle nous dit, elle l'a cru innocent. Et elle tombe de haut, elle parle aujourd'hui d'une forme d'emprise dont elle se serait déliée au moment où il lui fait ses aveux sur plusieurs parloirs. Donc c'est quoi la bascule pour elle? C'est quand il mime la scène d'étranglement? J'ai du mal à comprendre. Je pense qu'elle aussi a du mal à la définir parce qu'en fait, ses aveux, il les fait sur plusieurs parloirs. Il commence un jour par lui dire
lui chuchoter à l'oreille lors d'un parloir oui, j'ai bien tué Delphine. Avant ça, il y a en fait tout commence avec une inquiétude à l'approche du procès. Cédric Jubilard lui dit plusieurs fois voilà, j'ai peur avec le procès que tu me quittes, que tu me répondes plus, tu vas entendre des horreurs sur moi et donc tu me parleras plus. Elle le rassure, elle dit non, t'inquiète pas, je t'aime, ça ira au-delà, etc. Ils étaient à un point où ils parlaient d'enfants, de voyage aux Maldives, etc. Oui. Et ça continue comme ça. Et en fait, il finit par lui dire, elle lui dit, mais pourquoi t'as si peur au procès? Et il finit par lui dire, parce que j'ai vraiment tué Delphine. Et là, c'est plusieurs parloirs où elle va à chaque fois l'interroger pour essayer d'en savoir un peu plus. Et il va finir par lui faire ses aveux complets où il explique comment il l'a tué en l'étranglant, comment il a transporté le corps avec la voiture. La seule chose qu'il a toujours refusé de lui dire, il lui disait, c'est mon jardin secret. C'est là où il a laissé Delphine. Il y a beaucoup de zones d'ombre, Dominique, dans ce procès. Je vous sens un peu sidéré. Ouais, non, moi je suis toujours surpris par ces personnes. Bon, ça vaut pour son ancien co-détenu Marco, mais on en a parlé avec Max longuement. Ces personnes qui viennent un jour dire bah oui, j'allais le voir en prison, donc qu'il aimait, qui est prêt à faire un enfant avec lui, à partir en vacances aux Maldives. Le 18 juin, dernière visite à la prison, elle part avec le baluchon de vêtements de Cédric Jubilard pour lui laver ses vêtements pour le procès qui aura lieu le 22 septembre. Elle lui achète des chemises. Puis d'un seul coup, badaboum, plus rien. Elle ne va plus le voir elle va pas le voir la semaine suivante, ni la semaine d'après. Et d'un seul coup, elle se met à raconter ce qu'il lui a dit. C'est toujours... Bon, elle sera appelée au procès. C'est l'histoire d'une femme. C'est l'histoire d'une femme qui rentre dans un commissariat et qui dit mon mari m'a frappé. 9 fois sur 10, c'est vrai, mais la 10e fois, c'est pas vrai. Et donc, est-ce qu'elle lui a fait ses confidences? Est-ce qu'il lui a fait ses confidences? Est-ce qu'elle invente? S'il lui a dit des choses, qu'est-ce qui lui prend d'un seul coup de venir les dire? Est-ce que c'est parce que leur histoire d'amour se termine? Est-ce qu'il y a un règlement de compte? Moi, ce genre de truc, ça me déplaît tout le temps. De la nécessité. Non, sachant qu'il faut peut-être pour établir. Elle a mis un peu de temps quand même à le dire, et en plus, c'est pas elle qui contacte en premier gendarme, c'est un ami à qui elle a raconté tout ça. Mais... Bon, Mourad Batik, du coup, de la nécessité de ce procès, on en a besoin de ce procès devant la cour d'assises. Bien sûr, on en a besoin et il va se passer des choses pendant ce procès. Il va y avoir des confrontations, il va y avoir des interrogatoires poussés. On va refaire l'instruction à la barre et on espère que de ce procès pourra naître et émerger une forme de vérité. À tout le moins, il y aura une vérité judiciaire, ça c'est sûr. Moi, aujourd'hui, ce que veulent mes clients, c'est que Cédric explique ce qui s'est passé ce soir-là et où est le corps de Delphine. C'est ça les vraies questions que l'on doit résoudre pendant ce procès. Qu'est-ce qu'il va falloir aller explorer qui ne l'a pas encore été? C'est ça la question. Alors, tout a été exploré. On a une procédure de plus de 15 000 cotes, 27 tomes. Enfin, c'est un dossier absolument phénoménal et toutes les pistes ont été explorées, ont été exploitées par les magistrats instructeurs qui ont bien fait leur travail. Il faut le dire, il faut le répéter. Si vous voulez, dans ce dossier, il y a plusieurs pistes qui étaient posées sur la table et donc les enquêteurs, ils ont fait leur travail. Ils ont approfondi, étudié chacune des pistes. Et donc on a ce qu'on appelle dans le jargon refermer les portes derrière soi. Dès qu'une piste n'était pas la bonne, on a refermé la porte. Il y a la piste de Cédric Jubilard et il y a toutes les autres pistes. Celle du rôdeur, celle d'une disparition, celle d'un suicide, celle de l'amant, celle de la femme de l'amant. Et à chaque fois, sur chacune des pistes, après une enquête minutieuse, ça ne mène rien. La seule piste qui mène à quelque chose de tangible, à quelque chose où on peut avoir non pas des indices mais des preuves, c'est celle qui mène à Cédric. On parle du téléphone portable, on parle des lunettes cassées, on parle des cris d'effroi qui ont été entendus par les voisines, on parle du contexte. D'un contexte de jalousie compulsive. Et de séparation. De séparation, puisque Cédric, rappelez-vous, il le dit. Je ne peux pas vivre sans Delphine, c'est mon oxygène. C'est quand même pas rien de dire ça. Est-ce qu'on peut vivre sans oxygène? Non. Cédric ne pouvait pas vivre sans Delphine. Oui, Maître Batik, mais on parle aussi de présomption d'innocence, parce que tout à l'heure, messieurs les gendarmes, on disait que le boulot avait été fait sur Agathe Hilleret impeccable. Mais sur Cédric Jubilard, c'est pas impeccable. C'est pas impeccable. Il manque le corps quand même. Non. Il manque le corps, il manque les aveux, il manque la scène de crime. Bien sûr, tous les éléments que donne... Sur les aveux, un petit mot. Tous les éléments que donne Maître Batik, effectivement, ça va dans un sens, que dans un sens. Mais pour le reste, c'est pas brillant comme enquête. Non, le boulot a été fait. Hein. Je dis pas qu'il n'a pas été fait. Attention. Mais soit les gendarmes n'ont pas de chance, soit non. En tout cas, factuellement, on n'a pas le corps de Delphine. Il n'a jamais été retrouvé. Deux choses là-dessus. Il n'y a pas le corps, il n'y a pas de scène de crime. Ça, c'est l'impression que l'on en a. S'il a été tué effectivement étranglé ou d'une certaine manière, la scène de crime, elle est dans la maison. Sauf qu'on n'arrive pas à l'identifier. Aux assises, on ne veut pas des impressions, on veut des éléments. Il n'y a pas de traces suffisantes pour la matérialiser. Ça, c'est différent.
Le fait qu'il y ait une absence de corps, ça n'a jamais empêché un procès pénal en France. Oui, ça n'a jamais empêché. Et il y en a déjà eu d'autres qui ont été condamnés ou acquittés, il y a les deux autres. C'est une difficulté. Le boulot de la PJ, gendarmerie, là, moyen, non? Mais on ne peut pas reprocher aux gendarmes qu'il n'y ait pas d'aveu. J'entends toujours dire que la religion de l'aveu n'est plus une religion d'époque. Donc s'il n'y a pas d'aveu, en soi, ça ne doit pas être dramatique. On peut pas reprocher aux gendarmes que le corps n'ait pas été retrouvé. Je fais partie d'une génération qui considère que, comme d'ailleurs ça a été le cas dans l'affaire qu'on a traitée juste avant, c'est le travail initial qui parfois demande du temps et beaucoup de sagacité. Est-ce qu'il a été plus malin que les gendarmes? Est-ce qu'il a été plus malin que les gendarmes? Je crois surtout que la difficulté dans ce type d'enquête pour les enquêteurs, c'est de raisonner de façon structurée face à un environnement qui ne l'est pas du tout. Parce que tous les protagonistes de cette affaire ne sont pas des gens structurés. En tout cas, pour des gens qui raisonnent de façon pragmatique, j'allais dire quasi scientifique, comme on le fait dans le cadre d'une enquête judiciaire. C'est ça la difficulté. C'est qu'on ouvre des portes, mais on ouvre une porte, on ne sait jamais sur quoi on va tomber, et puis on a des réponses qui sont parfois ça veut dire quoi, c'est pas des gens structurés? On est dans un environnement... la personne de Cédric Jubilard pose quand même question dans sa façon de se comporter. Les personnes qui gravitent autour sont des gens qui sont pas forcément très à l'aise aussi dans leur relation avec Cédric Jubilard. C'est ce qu'on entend aussi. Il y a certainement des pressions ici ou là au sein des différentes structures ou cellules familiales ou autres. Donc on est dans un environnement qui est complexe. Et puis la vantardise de Cédric Jubilard, c'est ça qui est assez choquant parce qu'il s'est quand même répandu auprès de plusieurs personnes et à maintes reprises. Et à travers les yeux de Jennifer, qu'est-ce qu'on en déduit sur sa personnalité? Jennifer, elle nous dit quelque chose qu'on savait déjà, mais elle le confirme, c'est qu'en prison, il se fait appeler le magicien. Pourquoi? Lui revendique le surnom de magicien parce qu'il a fait disparaître Delphine Jubilard. C'est-à-dire qu'il a aucun problème à en parler, voire il en est même fier. On sait aussi que lorsqu'il y a des émissions, des documentaires, peut-être même cette émission, il a tendance à crier par la fenêtre de la prison aux autres détenus de regarder la télévision parce qu'on est en train de parler de lui. Ses aveux à Jennifer, c'est vrai qu'on en parle. On peut se demander si les gendarmes l'ont pris au sérieux, parce que déjà, ils ont mis beaucoup de temps entre le moment où l'ami les appelle et les considérer. Ils n'ont pas fait de fouilles depuis. Puis surtout, c'est pas les premiers aveux. Il y a le co-détenu où là, c'était une toute autre histoire. Il l'aurait poignardé, etc. Et des observateurs du dossier me font remarquer que entre les premiers aveux et ses seconds aveux, il y a la version s'est adaptée et elle s'est adaptée aux éléments du dossier. Si vous vous souvenez, l'aveu au détenu, il parlait d'un coup de couteau qui aurait tué Delphine. Et là, on a tout de suite dit, les enquêteurs de la section de recherche ont dit, c'est pas possible, il y aurait eu du sang partout. Et là, maintenant, il l'a étranglé. Vous vous souvenez, la couette dont on a parlé, la couette qui était mise dans la machine, là, il explique qui fait tourner pendant que les enquêteurs arrivent. Il explique que parce qu'il aurait étranglé Delphine, je sais pas comment dire, mais elle aurait... Enfin, c'est ce que elle s'est lâchée sur la couette et c'est pour ça qu'on a aussi l'impression qu'il s'adapte un peu, bref, qu'il a envie de revendiquer un petit peu tout ça, même si les aveux, il en a jamais fait à la section de recherche. Est-ce qu'il en fera la cour d'assises? Moi, j'ai un doute. Ce fameux témoin là qui change tout, Jennifer, semble-t-il, vous allez lui demander quoi, Maître Baty, quand elle va arriver à la barre? En fait, si vous voulez, pour moi, Jennifer, c'est la fin d'un cycle, mais il n'y a pas eu d'aveu. Si, il y a eu des aveux. C'est simplement que il y a un double discours. Devant la justice, devant l'institution judiciaire, il n'a eu de cesse que de clamer son innocence. Et on voit que dans la sphère privée, auprès de sa mère, auprès de sa sœur, auprès de Marco, auprès de Jennifer, il a un autre discours où il passe aux aveux à de nombreuses reprises. Il n'y a jamais eu d'aveux qui tiennent avec le dossier. C'est pas des aveux. Il dit à sa mère Nadine, parfois elle m'énerve tellement que je vais finir par l'enterrer et on la retrouvera pas. Il dit à sa sœur, je la supporte plus. Il dit à Marco, je l'ai poignardé. Il dit à Jennifer, je l'ai étranglé. Mais tout ça, si vous étiez de l'autre côté, si vous étiez pour la défense... Je précise qu'on a sollicité la défense qui ne pouvait pas venir sur ce plateau aujourd'hui. Demain. Voilà. Il y a évidemment tout ça, et c'est pas anodin quand on a. Alors il n'y a pas d'attitude de type d'un homme innocent, mais quand on est innocent, quand on a perdu sa femme, quand on a perdu la mère de ses enfants, on ne répand pas ce genre de propos à gauche à droite. Complètement d'accord. Voilà, donc il y a quand même une attitude qui pose question. Et puis au-delà de l'attitude, il y a une personnalité. C'est pas moi qui le dis, c'est dans le dossier. Il y a une analyse psychologique, il y a une analyse psychiatrique. On sait que c'est un homme intelligent. On sait que c'est un joueur de poker. On sait que c'est quelqu'un qui aime manipulateur, en fait. C'est ça que vous dites. Les cartes. Il y a une forme de manipulation. Il est très égotique, il est très égocentré. Et c'est quelqu'un qui aime
qu'on parle de lui. L'attitude qu'il a depuis la disparition de Delphine, elle est hautement questionnable. Donc si vous voulez, il y a le avant, il y a le pendant, il y a le après. Le avant, il est hautement questionnable puisque c'est quelqu'un qui est obsessionnel sur Delphine et sur la disparition de Delphine. On rappelle, c'est quand même important et c'est pas rien de dire que Delphine, elle était en train de changer de vie, elle avait un amant, elle a acheté une voiture, elle se projetait avec à travers un nouvel appartement, à travers cet amant avec qui elle le projetait de se marier, d'avoir des enfants. Lui aussi entendu à la cour d'assises. Évidemment. Lui, ce sera un témoin clé. Donc si vous voulez, Delphine, elle était au bout du tunnel. Elle était au bout du tunnel, elle voyait la lumière au bout du tunnel. Et ça, si vous voulez, Cédric le comprenait très bien. Et donc il savait qu'elle allait lui échapper. Elle allait lui échapper. Et il avait en tête, il avait vraiment peut-être dans les tripes et dans ses instants que si ce n'est pas lui qui est avec Delphine, personne ne sera avec Delphine. Maître, une attitude ne fait pas un coupable. On est en train de déduire d'une attitude le fait que Cédric Jubilard aurait forcément tué Delphine. Si on se fait un peu la voix de ses avocats, ils le répètent, les avocats de la défense, ils disent en fait, il a une personnalité un peu originale, Cédric Jubilard. Si vous vous souvenez, on a vu que lors des élections municipales qui se passaient pendant le Covid, il est venu habillé en tenue anti-contamination pour voter. Il y a plein d'éléments dans le dossier où il explique à ses avocats que s'il finit par par faire des aveux à un co-détenu ou s'il aurait fait ses aveux, s'il finit par dire aux détenus oui, c'est parce qu'en fait, il en a marre qu'on lui pose des questions. Il y a des moments où les gendarmes l'interrogent et il semble répondre n'importe quoi. Les avocats de la défense disent c'est parce qu'il en a tellement marre d'être la personne qui aurait tué Delphine qu'il dit ça par-dessus la jambe. Donc on ne peut pas déduire de ça le fait qu'il aurait... évidemment. Il manque un élément probant dans cette affaire. Il y a un vrai doute. C'est pour ça qu'on a des éléments probants, on a des éléments matériels objectifs, incontestables. C'est... la paire de lunettes qu'on retrouve cassée, qui correspond à la scène à la scène violente que décrit Louis, puisque dans l'entrebâillement de la porte, Louis le fils, dans l'entrebâillement de la porte, 7 ans, dans l'entrebâillement de la porte, il va entendre papa et maman se disputer très fort. Il va aller se réfugier sous sa couette. On a les cris d'effroi qu'entendent les voisines, qui correspondent exactement à ce que à la dispute que décrit Louis de l'intérieur. On a la confirmation de l'extérieur. On a les lunettes. On a le téléphone portable qui est, comme par hasard, éteint ce soir-là, qui n'est jamais éteint. Alors, il y a un dossier téléphonie, visiblement, et un dossier GPS qui n'a pas forcément été il y a les 180 appels qui sont passés dans la nuit comme pour se constituer des preuves. Il y a la manipulation du téléphone de Delphine qui n'est jamais concomitant au téléphone de Cédric Jubilard. Enfin, bref, moi je refuse que l'on dise que ce dossier est vide. Je refuse que l'on dise que ce dossier était vide. Attention, on a dit l'attitude ne fait pas la différence. On a des éléments probants dans ce dossier. Mourad Batik, on a reçu ici sur ce plateau les avocats, ils étaient 3, il n'y en a plus que 2, Emmanuel Franck, Alexandre Martin de Cédric Jubilard. On leur a dit, j'ai pas pris des pincettes, que leur client était insupportable, qu'il a des attitudes insupportables. Il se prend en photo 2 mois après avec une nouvelle compagne alors qu'on cherche Delphine partout. Il est arrogant avec les journalistes. Il fume ses joints sur la place du village. Il est insupportable définitivement. Et en plus, il se prend pour un cador. Il est peut-être en train de nous écouter et de crier par la porte, la fenêtre de sa cellule, de regarder sur la télé. Il est très con, très très con. Mais ses avocats nous répondent. Ouais, mais ça fait pas de lui un coupable, On a le droit d'être stupide. Moi, je voudrais le regarder. Je voudrais le regarder. On n'est pas forcément coupable de. Voilà. Je voudrais le regard de nos 2 invités. Qu'est-ce qui vous intrigue le plus dans ce dossier? Parce qu'il y a quand même beaucoup de zones d'ombre. Qu'est-ce que vous aimeriez creuser, si je puis dire? Si je reviens à ce que je disais, c'est un environnement insaisissable, totalement déstructuré entre la vie des uns des autres, les déclarations des uns des autres. Un jour ils sont à gauche, un jour ils sont à droite, devant, derrière. Il faut suivre ce mouvement-là quand on est enquêteur. Regardez dans le dossier précédent, dans le côté dramatique du dossier précédent, on a une linéarité. Tout est en cohérence avec la personnalité de l'auteur présumé, avec les faits constatés sur le terrain, avec les témoignages, tout le travail d'enquête, tout est en cohérence. Là, ça part dans tous les sens. Là, ça part dans toutes les directions. Si ça part dans tous les sens, est-ce que c'est pas justement parce que les gendarmes, ils ont jamais trouvé la preuve irréfutable, ils ont jamais trouvé, comme dans le dossier Nordal-Lelandais, l'ADN de la petite Maëlys dans le coffre? Il y a des cas. Rappelez-vous de l'affaire Chanal et des disparus de Mourmelon.
Pierre Chanal. On avait renvoyé l'adjudant Chanal pour 8 homicides, on n'avait que 2 dépouilles retrouvées. Donc derrière, il y a tout un travail d'enquête qui avait été fait, qui avait emporté la décision du magistrat instructeur de le renvoyer devant une cour d'assises. Au-delà de la question de la dépouille, est-ce que cet environnement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de témoignages dans ce dossier, avec des témoignages qui l'accablent beaucoup, qui disent voilà, il était comme ça, il avait telle attitude, il criait sur son fils, etc. Est-ce que si on se base trop sur ces témoignages, c'est pas justement parce qu'il manque de preuves scientifiques, de preuves formelles? Il y a ce qu'on appelle l'environnement et la personnalité de l'individu, qui va être d'ailleurs débattu dans les premiers jours de la cour d'assises. Ça n'en fait pas un coupable, mais ça donne une façon d'être et une façon de réfléchir, de penser. Et quand ça part un petit peu dans tous les sens, quand vous regardez bien l'affaire, c'est chaque fois on revient à Cédric Jubilard. C'est-à-dire que c'est lui qui envoie comme une bulle qui éclate tout d'un coup. Vite, il faut aller chercher à tel endroit, à tel autre endroit, et qui. Mais c'est lui qui mène la danse un petit peu. Exactement. Voilà. La difficulté, c'est que vous l'avez dit, il n'y a pas d'éléments indiciels suffisamment probants pour dire là on en est sûr. En revanche, comme disait Maître Mourad tout à l'heure, eh bien... Maître Bati. Pardon, je ferai le prénom. Maître Mourad, ça marche. C'est que on a fermé toutes les autopistes. Là, il n'y en a plus que 2. Soit c'est lui, soit ce sont les extraterrestres. Donc là, ça sera débattu. Le rôdeur n'a pas été éliminé. Le rôdeur, si un fournirait ou un serial killer dans le coin, on peut passer des années à... Le rôdeur a été quand même largement cherché. Je suis complètement d'accord avec Maxime. Les centaines d'heures de vidéos qui ont été vues justement pour déterminer tous les véhicules qu'il pouvait y avoir dans le coin, tous les... personnes qui déambulaient ont été passées au crible. Donc ils ont été interrogés, mais pardon, mais même sur la piste du rôdeur Dominique Rizet, il y a que 2 possibilités pour la piste du rôdeur. Soit le rôdeur entre dans le domicile par effraction, et donc Cédric l'aurait su, l'aurait entendu, aurait eu des traces sur la porte. Et donc il rentre, il prend Delphine, il la met sur ses épaules et il la met dans le coffre de sa voiture. Soit c'est Delphine qui sort de chez elle et qui se fait attraper par un rôdeur. Imagine-t-on en plein soir d'hiver, en plein soir de Covid, Delphine sortir sans sa veste, sans son portefeuille, sans ses lunettes alors qu'elle y voit pas à 2 mètres. Laisser ses enfants en petits pyjama, derrière elle. En laissant ses enfants à l'intérieur, se balader en pyjama en hiver, et puis se faire attraper par un rôdeur. À un moment donné, il faut mettre un tout petit peu de rationalité dans le dossier. Et si elle sort de la maison, elle est devant le portail, les 2 chiens courent sur la route, trottinent sur la route, elle est juste sortie, juste devant chez elle, et quelqu'un l'a attrapée. Après, on peut imaginer tous les scénarios. On peut imaginer tous les scénarios. Vous, tous les 3, vous n'en imaginez qu'un seul, c'est ce qu'on se dit aussi. Moi, je les ai tous imaginés, Dominique. Mais est-ce que ce procès... Imaginez qu'il soit... Pardon, Pauline, mais imaginez qu'on le condamne. Et il est condamné, d'accord? D'ailleurs, c'est quasiment fait. Mais il y aura d'autres matchs. On l'explique aux téléspectateurs, il y aura un procès en appel et il y aura sans doute ensuite un 3e procès. Absolument. Il est condamné. Et puis un jour, Delphine revient. Est-ce que quelqu'un a la preuve que Delphine est morte? Alors, on n'a pas la preuve qu'elle est morte. C'est très intéressant. Je suis pas en train de défendre Jubilard. Non, mais c'est très bien. Parce qu'il est vraiment tellement il y a 2 éléments qu'on n'a pas envie d'être sympa et de lui trouver des arguments. Non, mais moi je m'en fiche. Moi, je préférerais avoir quelqu'un de pas sympa et d'innocent plutôt que quelqu'un de très sympa et de coupable. Joli. Donc, moi, sauf que là, c'est pas exactement le cas de figure. C'est une mauvaise combinaison. Voilà. Donc, si elle revient. Là, ce qui est intéressant, c'est quand même. Allons jusqu'au bout de la piste du rôdeur. Bon, elle sort devant. Comment on explique la paire de lunettes fracassées que les gendarmes retrouvent à l'intérieur du domicile? Faut quand même lui trouver une explication à cette paire de lunettes. Moi, j'en trouve une explication à cette paire de lunettes qui est fracassée, sur laquelle il y a eu une expertise technique et scientifique. C'est de dire qu'elle s'est pris un gros coup de poing en plein visage. Alors, elle s'est pris un gros coup de poing en plein visage. Cédric Jubilard est retourné se coucher, il l'a pas tué. Elle est sortie pour respirer dehors avec les chiens et elle s'est fait enlever. Alors je sais, c'est plus. Oui. Mais de la nécessité du procès, est-ce que ce procès est suffisamment ouvert? Est-ce que là, de toute façon, il n'y aura pas de demi-peine, hein, ce sera acquis tout double, on va le dire. C'est soit un acquittement, soit une réclusion criminelle. Donc du coup, est-ce que c'est ouvert? L'oralité des débats, elle va être vraiment très fondamentale. Et là, tous les avocats de la défense des parties civiles, etc., pourront justement s'exprimer et mettre en exergue soit les contradictions dans les témoignages tout autour de Cédric Jubilard, dans les incohérences. Il va y avoir aussi un débat d'experts. Oui. Vraiment
Sur la téléphonie sur la téléphonie, qui, derrière, où on a à la fois des incohérences dans la linéarité de ce que dit Cédric Jubilard, de ce qu'il fait, des manipulations qu'il a pu faire ou autres, y compris le téléphone de Delphine, qui continue à borner. Et quand il n'est pas avec les gendarmes, il y a des tentatives et des essais sur son téléphone. Il y aura plein de débats. Il a borné sur la maison, il n'a jamais été retrouvé. Exactement, des débats d'experts qui vont vraiment soit emporter, soit être mis en difficulté. Je trouve ce procès va être forcément passionnant, forcément intéressant, parce qu'on parle de tous les doutes. Moi, j'ai même un doute, j'ai envie de dire de base, je ne sais même pas qui est Cédric Jubilard. Est-ce que c'est un con, comme dit Dominique Rizet, qui s'amuse avec tout le monde parce qu'il est comme ça, vantard, et qu'il est con? Il peut présenter un autre visage à la cour d'assises. Ou est-ce que c'est quelqu'un de très intelligent, un criminel un peu expert, qui a réussi à faire le crime parfait, ce que peu de gens arrivent à faire aujourd'hui en 2025? Je trouve que même ça, on n'arrive pas à savoir. On ne sait même pas qui il est. Ce dont il s'est vanté. Ce dont il se vante. Mais alors, est-ce qu'il s'en vante parce qu'il est con? Est-ce qu'il s'en vante parce qu'il est sûr de lui, ou qu'il veut jouir de ce que ça lui apporte, comme le faisait un Michel Fourniret? Alors évidemment, ce procès qui s'ouvre le 22 septembre, on va le suivre de manière linéaire, jour après jour, avec tout le service police-justice de BFM TV. Avec vous, Maxime, quelles sont les auditions que vous attendez le plus, Mourad Batik, et les témoins clés? Alors Jennifer, on l'a entendu, mais devant une cour d'assises, qu'est-ce que vous attendez, vous? Moi, j'attends l'audition de Cédric Jubilard. Bien sûr. C'est celle que l'on attend tous, parce que c'est celle où il peut passer à table, où il peut dire ce qu'il s'est réellement passé. Le dossier, en réalité, laisse très peu de place au doute. C'est une machine qui a été mise en place, où effectivement les indices, les uns derrière les autres, constituent des preuves, et les preuves, elles sont difficilement surmontables. Maintenant, qu'est-ce que lui va dire? Comment lui va se comporter? Moi, je l'ai croisé, je l'ai vu, j'ai eu l'occasion de le voir lors de la reconstitution. On a été dans son domicile, dans son foyer. Moi, ça m'intéressait de voir qui est Cédric Jubilard. Et alors, quelle impression il vous a laissé? Un joueur de poker. Un joueur de poker. Un magicien, comme il dit. Impassible, poker face, pas d'expression, pas de sentiment. Il rentre chez lui comme il rentrerait dans le domicile du voisin. Aucune émotion lisible. Maître Batik, on parle d'une reconstitution? Ça s'appelle une reconstitution? Alors, c'était pas une reconstitution en l'espèce. Vous voyez ça déjà, quand vous dites une reconstitution, vous êtes en train de dire, voilà, il a tué sa femme, donc ce n'est pas une reconstitution. C'est quoi? C'est un transport de justice? C'est quoi? On était exactement dans la même sphère, dans les mêmes conditions. Effectivement, il n'y a pas de corps, donc on ne pouvait pas reconstituer une scène probable. C'est une remise en situation? C'était une mise en situation dans les lieux supposés du crime. Néanmoins, ce que je dis, ça ne diffère en rien, c'est important. Un individu qui retourne chez lui, là où sa femme a disparu, là où ses enfants ont été élevés, là où la vie s'est arrêtée. Vous, moi, n'importe qui, ceux qui nous regardent, se disent, moi, si j'y retourne après X mois, X années, évidemment, il va se passer des choses à l'intérieur. Là, rien. Et un élément important, Dominique Rizet, vous le disiez, si elle revient un jour, il y a quand même quelque chose d'étrange. Cédric Jubilard, il va appeler entre 180 et 190 fois le téléphone de sa femme. Il appelle 200. Voilà, depuis son téléphone portable jusqu'au petit matin. Plus aucun appel après. Alors comme s'il savait qu'à ce moment-là, on ne la retrouverait plus jamais. Ça, c'est pas complètement vrai, vous le savez, parce qu'il faut préciser que quelques mois plus tard, il y a le compte Facebook, le réseau social Facebook de Delphine qui a été réactivé par les gendarmes parce qu'ils voulaient mener différentes expertises. Et donc, elle a apparu connectée, vous savez, quand on est connecté. Oui. Et là, à ce moment-là, Cédric Jubilard, non seulement il a envoyé des messages à ce compte-là en disant « tu es là, qu'est-ce que tu fais ?» etc. Je sais aussi qu'il a appelé le frère de Delphine, je crois, le frère ou la sœur de Delphine, pour dire qu'est-ce qui se passe, elle est connectée, etc. Pourquoi ça bouge? Et que c'est même lui qui a semblé un petit peu modéré en disant attends, on ne sait pas ce que c'est, peut-être que c'est les gendarmes, etc. Il y a eu une vraie excitation, en tout cas, il y a eu vraiment quelque chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le soir de la disparition, les appels s'arrêtent brusquement jusqu'à cette reconnexion? Oui, mais ce jour-là, il paraît, quand on regarde les messages et les appels, il paraît sincère. Pour vous, c'est encore aussi de la manipulation? C'est encore du... Des quels messages? Lorsque son compte Facebook se réactive. Moi, je pense qu'il sait très bien que Delphine ne répondra jamais. Donc pour vous, c'est une couverture? C'est une couverture, comme les 180 appels qu'il va passer dans la soirée. Là où, rappelons-le, au mois d'août, Delphine disparaît dans les mêmes conditions, c'est-à-dire qu'elle va se balader, regarder les étoiles et elle n'est pas rentrée à la maison, au foyer. Il va l'appeler dans les mêmes conditions, dans les mêmes circonstances. Il va l'appeler 5 fois. Ce soir-là, il va l'appeler 184 fois. Comme s'il savait que cette fois-là,
il fallait se créer une couverture. Donc Cédric Jubilard, il va être interrogé au fil de l'eau. Comment ça va se passer le procès? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura un témoin clé, on va lui redonner la parole, il va pouvoir s'expliquer petit à petit, et puis un jour, il y aura gros interrogatoires sur le fond. Comment ça va se dérouler? Il faut voir l'agenda et le planning du procès, mais c'est vrai qu'il va être interrogé un petit peu tout au long. On suppose qu'il va être même cuisiné, je suppose, par les avocats des parties civiles qui ont peut-être l'espoir de lui faire dire quelque chose qu'il n'avait jamais dit. Mais il va surtout être confronté à tous les éléments du dossier qu'on connaît déjà, aux expertises. Il va devoir s'expliquer sur pourquoi le téléphone de Delphine borne à 300 mètres, sur pourquoi effectivement il a eu cette attitude différente entre la fois où il était sorti en août et cette fois-là le soir. Il va être cuisiné beaucoup et c'est vrai que son attitude va être intéressante à voir parce qu'on parle beaucoup de lui, on se demande comment il va être, comment il va réagir. S'il est vraiment ce con impulsif, on peut croire que peut-être vous allez le réussir à faire craquer, maître, vous ou tous les autres avocats qui sont là. Et s'il est très intelligent, très fort, ou qu'il n'a rien fait, peut-être qu'il ne fera aucun aveu. Il y a un élément, il y a un témoin qui va venir, enfin un témoin, un expert qui va venir témoigner, qui a travaillé sur la téléphonie. On en a parlé déjà sur le plateau de BFM TV. On en parle aussi dans un livre. Et donc, selon cet expert, une application boussole sur le téléphone de Cédric Jubilard démontre que 17 fois, il est allé consulter un point GPS dans une très zone précis, à 10 mètres près. Dans une zone boisée. Absolument, dans une zone boisée, à une quinzaine de kilomètres de chez lui, et que soit il y est allé physiquement avec son téléphone, soit son téléphone y est allé, ou alors il a consulté, et qu'il se serait passé quelque chose qui va être débattu techniquement à l'audience, et vous connaissez bien cet élément. Ça en revanche, pour lui, c'est pas bon. Ah, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Cet expert Alain Gand, qui est un expert formidable, aura beaucoup de choses à dire sur la téléphonie. Et effectivement, Cédric Jubilard, a baladé les magistrats instructeurs par le biais de tiers en donnant de fausses informations, de fausses localisations. Mais effectivement, la téléphonie, c'est un élément têtu, c'est un élément factuel. Et la téléphonie, c'est difficilement... ça va être dur à contredire pour Cédric Jubilard. Et donc, tous ces éléments-là, nous, on a fait une demande pour aller sur ce point-là. Transport sur les lieux. Avoir à minima un transport sur les lieux. Et peut-être. Vous avez une réponse négative. On a eu une réponse négative, mais parce que la lassitude, alors il y a deux choses. Je pense qu'il y a la lassitude d'aller fouiller à gauche et à droite pour les magistrats d'une part, et puis il y a la tenue du procès. L'idée, ça n'était pas de ralentir un procès qui est long, qui est hors norme, qui est conséquent. Il y a un agenda. Il y a une organisation colossale. Ouais. Et donc évidemment, même ça peut pas être entendable comme argument, ça. Si on suppose qu'il y a peut-être le corps de Delphine Jubilard. Oui, mais on a supposé que le corps de Delphine Jubilard, il était dans différents endroits, puisque à travers Marco, à travers les uns, à travers les autres, il y a beaucoup de pistes on suivra. qui ont été... Voilà. Donc, on suivra en tout cas toutes ces explications. Je le rappelle, affaire suivante, le procès démarre le 22 septembre à Albi. On le suivra évidemment avec tout le service police-justice de BFM TV. Et puis je vous donne un autre rendez-vous. La veille du procès, il y a ce documentaire Ligne Rouge qui a été fabriqué en partie par Maxime Brandstetter. Cédric Jubilard, et s'il était acquitté, c'est le titre de ce documentaire que vous pouvez retrouver donc le dimanche à 21h, dimanche 21 septembre. Merci à tous d'être venus. On parle à présent d'un cold case de 1993 qui pourrait être bientôt jugé. C'est en tout cas ce que demande le procureur de Grenoble dans l'affaire Marinescu. Il a requis le renvoi d'un homme, mari et père de famille, pour le double meurtre et viol de sa femme et de sa fille adolescente. Lui clame son innocence. Replongeons d'abord dans toute cette histoire avec Pierre-Louis Bousset. La nuit est déjà tombée ce 7 janvier 1993 quand les gendarmes entrent dans le domicile des Marinescu. C'est le patron de Michel, l'épouse, sans nouvelles de son employé, qui a alerté les autorités. Dans l'une des chambres, la mère de famille est retrouvée égorgée et ligotée. Dans une autre pièce, sa fille Christine, 13 ans, elle aussi tuée à l'arme blanche, est découverte. Son jean a été déboutonné. Aucune trace d'évasion ou de vol n'est relevée. Marianne Marinescu, le père de famille, lance un appel à l'aide. L'espoir de la famille, c'est de trouver les assassins, que des gens de bonne volonté veuillent bien apporter leur témoignage. En 2021, des expertises mettent en évidence de nombreuses traces de sperme sur le pantalon de la fille Christine. Des traces portant l'ADN de son père. Marianne Marinescu a pourtant un alibi solide, un voyage en Roumanie avec son fils au moment des faits. Mais les magistrats finissent par identifier un creux dans l'emploi du temps du père de famille. 48 heures qui lui auraient permis de revenir en Isère, commettre le crime et repartir dans son pays natal.
À l'époque, il fallait entre 24 et 30 heures en voiture pour faire un aller entre la Roumanie et Sassenage. Matériellement, en tout cas, il aura eu le temps entre le 4 et le 7 janvier de faire cet aller-retour. Cette semaine, le parquet de Grenoble a demandé le renvoi de Marian Marinescu devant les assises. Pour les parties civiles, c'est l'espoir d'une réponse 32 ans après les faits. Il y a suffisamment d'éléments pour discuter de façon nette, forte, la question de la culpabilité pour nous de Marian Marinescu. Le juge d'instruction a un peu plus d'un mois pour décider de la tenue ou non d'un procès. Marian Marinescu continue de clamer son innocence. Alors j'accueille sur ce plateau mes deux nouveaux invités, Maître Solange Doumic, l'avocate de Marian Marinescu. Merci d'être avec nous. Et puis Thibaut Solano, journaliste, directeur adjoint de Marian. Vous avez pu rencontrer, vous, cet homme, vous l'avez raconté dans votre journal. La première question est pour vous, quelle impression vous a-t-il donné ? Alors c'est quelqu'un qui était, quand je l'ai rencontré, tout entier tourné vers sa volonté de faire reconnaître son innocence. Et c'est quelque chose qui, évidemment, peut jouer en sa défaveur au moment du procès, parce que comme il est tout entier tourné vers ça, il ne montre pas beaucoup d'émotion. Moi, je me souviens que je lui avais fixé le rendez-vous devant la maison du crime. Intérieurement, je m'étais dit, ça va faire quelque chose. C'est un peu brutal aussi pour lui. Et en fait, il m'a dit, moi, je vais où vous voulez. Et j'ai pas perçu d'émotion. Ça veut pas dire qu'il n'en ressentait pas, mais je n'ai pas vu d'émotion au moment où on était devant la maison du crime. Bon, maître, c'est pas commun quand même de demander de renvoyer devant les assises 32 ans après les faits. Comment il a réagi, votre client, quand il a entendu le procureur cette semaine ? Pour lui, c'est atroce. Il est accusé du pire. Il n'a jamais assassiné ni sa femme ni sa fille. Il les aimait. Il aimait beaucoup sa fille. Même s'il avait des tensions avec sa femme, il vivait avec elle et ils avaient des projets ensemble, agrandir la maison. Donc, pour lui, être accusé de ça 30 ans après les faits, alors qu'il n'était pas présent au moment de l'assassinat, c'est épouvantable. L'idée de venir s'expliquer devant des assises, en fait, c'est aussi un soulagement. C'est-à-dire qu'il va pouvoir dire publiquement que ce n'était pas lui, faire entendre sa voix, être innocenté, et ça fait du bien. Donc, maître, ça n'est pas lui. Non, ce n'est pas lui. D'accord. Pourquoi c'est pas lui ? Parce que ce n'est pas lui. Ah oui, mais non, il faut aller un peu plus loin. Ça va pas suffire. Non, ça va pas suffire. Mais je suis pas aux assises. Ce n'est pas lui parce qu'il était en Roumanie au moment des faits, parce qu'il était profondément attaché à sa fille, et encore une fois qu'il avait des projets avec sa femme, parce que quand sa vie a été à ce moment-là tellement bouleversée, quasiment détruite au moment de ce drame, il s'est tourné vers son fils, il a élevé son fils, parce que jamais il n'a été soupçonné. Il y a eu une enquête de gendarmerie extrêmement bien faite, et les enquêtes de gendarmerie peuvent être très approfondies, qui évidemment s'est intéressée à lui parce qu'on s'intéresse d'abord aux proches dans un cas de ce type, a vu qu'il ne pouvait pas être là au moment des faits, a interrogé la famille roumaine qui a témoigné qu'il était en Roumanie. Donc, ce n'est pas lui parce que ce n'est pas possible que ce soit lui. Alors, c'est cet alibi qui visiblement pose quand même question, parce que le procureur de Grenoble est allé un peu plus dans les détails en disant que techniquement, il aurait eu le temps de faire l'aller-retour entre la Roumanie et la France. Mais il y a surtout l'enquête qui va basculer avec des éléments scientifiques. Ça, c'est en 2021. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on découvre qui fait qu'on relie le dossier avec un autre regard ? Mais il y a les traces ADN qui vraiment change la perspective et la vision du procureur et des juges d'instruction, bien sûr, qui vont vers votre client. Et ces traces ADN... C'est quoi précisément ? Ce sont des traces de sperme qui sont retrouvées sur le pantalon de la fillette. De la fillette. Donc là-dessus, c'est l'interprétation que l'on peut en donner. Là-dessus, elles ont été trouvées. Elles ont été trouvées tardivement. Je rappelle qu'en 1993, l'ADN en France est natif. Donc, il faut des traces très lourdes, etc. Et ce n'est pas forcément systématiquement demandé. Et quand c'est demandé, les analyses ne permettent pas forcément de trouver quelques éléments, quelques spermatozoïdes ou des cellules épithéliales, par exemple. Les techniques ont largement changé. On va beaucoup plus loin. Une seule cellule suffit pour avoir le profil de la personne. Donc, les analyses le montrent. C'est le profil, c'est son profil. Maintenant, après, c'est sûr qu'il faudra interpréter pourquoi il y a cette trace-là. Est-ce que le pantalon avait été mis dans du linge sale ou pas ? Est-ce que ça a pu être contaminé ? Voilà, il y a plein d'options possibles. Les traces sont tellement infimes qu'elles n'ont pas été vues par les gendarmes, et qu'il a fallu 30 ans et 30 ans de progrès dans l'analyse de l'ADN
pour voir qu'il y avait donc ces traces microscopiques qu'on ne pouvait pas voir à l'œil nu qui étaient sur ce pantalon. Et là, évidemment, ça peut être par contagion dans le linge sale, bien sûr, dans le panier à linge sale. Et dire qu'il n'y avait pas du tout d'ADN en 1993, c'est quand même faux. Guy Georges, premier assassinat 1991, confondu par son ADN. L'ADN, non, il n'a pas dit. Je crois qu'il n'a pas dit ça. Tout à fait. Bien sûr, mais c'est pour ça que non, bien sûr, vous n'avez pas dit ça, général. Mais l'enquête de gendarmerie a été très bien faite à l'époque sur ce plan-là, et on ne voyait rien. Or, c'est donc par définition un pantalon qui a été lavé à de multiples reprises. Donc, est-ce que c'est dans le panier à linge sale? Est-ce que c'est ailleurs? On ne sait pas. Dans une famille, c'est normal qu'il y ait l'ADN de chacun qui soit un peu partout. Et on a retrouvé l'ADN de Marian Marinescu sur aucune des armes du crime ou sur aucun élément de crime. Ça veut dire à minima au moins que les scellés ont été bien conservés. Mais sur l'alibi, alors son alibi, c'est il peut pas être ici parce qu'il est à l'autre bout de l'Europe, en Roumanie. Simplement, on a vu dans d'autres affaires, Fourniret, on parlait de Fourniret, Estelle Mouzin, 2003. Le fameux coup de fil. Le fameux coup de fil. Fourniret ne pouvait pas être, selon la police judiciaire de Versailles à l'époque, à Guermantes en Seine-et-Marne, parce qu'il passe un coup de fil à Sarcustine 2h30 plus tard et qu'il n'a pas le temps, dans les Ardennes, de faire le trajet. Puis c'est alibi, on s'est aperçu 20 ans après que ça ne tenait pas, qu'il a peut-être fait un transfert d'appel, etc., etc. L'alibi a sauté, et Monique Olivier a dit, oui, c'est lui. Alors là, l'alibi... il tient plus, c'est possible, c'est pas possible. Alors, il y a quand même des zones d'ombre, si vous voulez, dans ce que le procureur observe. Je trouve qu'il y a des trous dans la raquette, très honnêtement. C'est-à-dire, il dit que en fait, il y avait 68 heures de battement pendant lesquelles M. Marinescu aurait pu faire l'aller-retour. Exactement. Revenir de Roumanie en France et repartir en Roumanie. Voilà, c'est ça. À l'époque, les gendarmes disent qu'il fallait 24 heures pour faire l'aller, 24 heures le retour. M. Marinescu dit non, il fallait un jour et demi parce que l'état des routes, parce que l'hiver... Parce qu'il est en voiture, il y a pas la guerre en Yougoslavie. Ensuite, le procureur et le juge d'instruction, sans doute, disent aussi qu'il aurait pu payer un chauffeur, louer une voiture pour le relayer pendant la route. Tout ça n'explique pas pourquoi son passeport n'est pas tamponné. À l'époque, les frontières étaient quand même moins étanches qu'aujourd'hui. Hypothèse, parce que il s'est acheté des faux papiers aussi. Bon, mais tout ça n'éprouvait pas rien. On n'a pas retrouvé les faux papiers, on n'a pas retrouvé le chauffeur, on ne sait pas où il aurait loué sa voiture. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a rien dans le dossier, mais il y a quand même des trous qui sont comblés par des constructions intellectuelles. Et est-ce qu'il y a une volonté de faire aboutir, votre confrère en défense disait, il faut absolument faire aboutir ces cold cases, coûte que coûte, et on tord tous les éléments pour faire apparaître la culpabilité de M. Marinescu. Mais oui, c'est ce qu'avec mes confrères François Saint-Pierre et Éric Andrieux, avec qui nous défendons Marian Marinescu, nous sommes stupéfaits parfois. C'est-à-dire qu'on reprend tout avec recul, et 30 ans après, au lieu de s'appuyer sur l'enquête de gendarmerie... Du départ, et qui a été très bien faite, une enquête qui a été longue, une enquête qui a été approfondie, eh bien, on la prend, on la tord, on la réinterprète. Et on oublie, par exemple, que... Évidemment, les gendarmes ont interrogé la famille en Roumanie. Ils ne sont pas arrêtés aux déclarations de Marian Marinescu. Et que la famille a dit, toute la famille, les amis, qu'il était là, qu'il n'avait pas bougé, qu'il n'avait pas quitté la Roumanie pendant cette période de temps. Donc c'est un peu facile 30 ans après de dire « Ah, les gendarmes se sont trompés, dommage, les témoins sont morts, on ne peut plus rien faire, donc il y a erreur ». C'est ce qu'on peut appeler au moins un trou dans la raquette du procureur. Mais François Saint-Pierre, qui manque pas de talent, a été condamné. Enfin, un de ses clients a été condamné, son nom va me revenir, dans l'affaire Agnès Leroux, le casino de la Méditerranée. Comment s'appelait l'avocat qui a été condamné? En tout cas, l'avocat merci, Maurice Agnelet, a été condamné par les assises à Rennes, 30 ans après. Donc pourquoi ça n'arrivera pas cette fois-ci? Ah, mais on peut être condamné 30 ans après, mais encore faut-il avoir des preuves. De la difficulté de juger 32 ans après les faits. Agnès Leroux, il n'y en avait pas beaucoup. Mais c'est pas parce qu'on a déjà... La voiture avait disparu. C'est pas parce qu'on a déjà eu... Moi, j'étais pas dans ce dossier à titre personnel, mais c'est pas parce qu'on a déjà eu des condamnations pour des faits qui sont intervenus 30 ans plus tôt qu'il faut qu'à chaque fois qu'il y ait des faits 30 ans plus tôt, on se dise « Ah, on a enfin trouvé quelqu'un ». Je voulais pas le dire comme ça. On attend 30 ans, on prend quelqu'un au hasard, on le condamne. Ce qui est intéressant sur le plan humain, c'est que cet homme, on le rappelle, il a été incarcéré de 2021 à 2024 et il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Donc il a fait 3 ans de détention. Est-ce que l'option prison, il l'a réintégré maintenant avec ce risque de renvoi devant les assises? C'est quelque chose d'assez colossal aussi. Alors, quand je l'ai rencontré, en tout cas... il en sortait.
Oui, il en sortait, il Ouais. était un peu marqué évidemment par son séjour en détention, mais malgré son âge, il a 77 ans, si je ne me trompe pas. 17 ans. Oui. C'est quelqu'un de combatif, c'est-à-dire que vous discutez avec lui, moi j'ai passé la journée avec lui, il martèle ses arguments, très rationnels si vous voulez. Mais après, moi ce qui me marque dans ce dossier, c'est pas seulement le trou dans la raquette comme on disait sur le comment, c'est aussi sur le pourquoi. C'est-à-dire que Le mobile, c'est-à-dire d'après le procureur, il voulait se séparer de sa femme. Comme il ne trouvait pas de terrain d'entente pour le divorce, il aurait préféré la tuer. Il aurait tué sa fille parce qu'elle aurait pris le parti de sa mère. Et pourquoi la violer et alors pourquoi est-ce qu'il l'aurait violée? C'est exactement la Voilà. question que j'allais vous poser, c'est ça qui intrigue. Voilà, moi j'avais pensé, enfin j'étais pas le seul, il y a plusieurs enquêteurs qui, à mon avis, marchaient dans cette direction. C'était, s'il a vraiment violé sa fille, ça veut dire que c'était peut-être pas la première fois. Peut-être que sa fille l'avait confié à sa mère le temps des vacances Donc un de espèce Noël. de huis clos familial qui implose, quoi. Voilà, puisque la mère et la fille étaient ensemble pendant que le père était avec le fils en Roumanie. La fille se confie à la mère et M. Marinescu, apprenant ça, parce que peut-être la mère l'appelle en disant « je sais tout, je vais te balancer aux flics », il fait l'aller-retour en 4e vitesse. C'est crédible, ça. Pour les tuer. Sauf que le procureur dit qu'il y a eu préméditation. Pourquoi il dit qu'il y a préméditation? Parce qu'il fallait du temps pour trouver une voiture, un chauffeur. Et en plus, il dit que si la famille de M. Marinescu l'a couvert, c'est parce qu'il aurait fait un virement d'argent 1 mois avant le meurtre. Donc, prémédité, pas prémédité, vous voyez, il y a quand même des choses très Et le fils, Thibault, qui est en Roumanie avec lui, à quel âge à l'époque? Je l'ai contacté aussi, le fils. Alors, il avait 9 ans, si je ne me trompe pas, en 93. Il est de 85. Il est persuadé de l'innocence de son père. C'est vrai. Donc il est en soutien. Il est en soutien. Et il dit que son père est resté avec lui en Roumanie, qu'il n'a pas bougé de là-bas. Absolument. Alors, dans les auditions, il dit « j'étais quand même beaucoup avec mes cousins ». Le temps a passé, voilà. Mais il le soutient, ça c'est sûr et certain. C'est ce que dit la gendarmerie, qui dit pardon, c'est ce que dit le procureur aujourd'hui. La gendarmerie ayant bien expliqué que le fils disait qu'il était avec son père. Aujourd'hui, on vient nous dire oui, mais il était avec ses cousins, il a pu ne pas voir que son père partait. Enfin, c'était la première fois qu'il allait en Roumanie. Il avait 8 ans. Et donc, quand on est petit comme ça, si le père manque pendant 3 jours, on se le rappelle. Enfin, c'est pas. Donc, il y a aussi la mère de M. Marinescu qui a témoigné que son fils ne l'avait pas quitté. Alors, maître, il a 77 ans. S'il est renvoyé aux assises, ça peut intervenir quand? Dans 1 an. OK. Il va faire appel. S'il était condamné, il fait appel. Il a le droit de faire appel. Donc, après, donc, dans 1 an, il a 78 ans, 79. Et après, il y aura donc, des il fait aménagements. appel et il est jugé à 81 ans, c'est ça? En appel? Mais surtout, il devrait être acquitté après l'audience d'assises. Donc, il sera acquitté, il terminera sa vieillesse tranquille. Mais alors, pourquoi est-ce que ce procureur de Grenoble tient à ce que ce procès se tienne? Parce qu'il faut résoudre, parce que avec la science, on arrive à éclairer les dossiers et que, fort de cette lumière, on essaye de mettre un point final à ce dossier qui a visiblement hanté d'ailleurs les enquêteurs, parce que je crois que la scène de crime était terrible et que toutes les personnes qui ont été au contact de ce dossier n'ont pas pu le refermer parce qu'ils n'ont pas la vérité. C'est atroce, un crime qui est non élucidé. Bah oui. On a tous envie d'avoir une clé. Marian Marinescu, depuis 30 ans, espère qu'un jour on saura, on comprendra ce qui s'est passé. Donc le fait qu'on se dise « Ah ben ça y est, on a le coupable idéal, on va le condamner, c'est parfait », d'un certain côté c'est rassurant pour les services d'enquête, pour les services du parquet, pour l'ordre public. On ne se trouve pas face à cette espèce de monstre qui est le mystère. Donc voilà pourquoi on veut juger Marian Marinescu. Vous savez, ce qui est surprenant, c'est que la justice, elle ressemble à ses procureurs, souvent. Et donc, il y a des procureurs qui sont un peu des acharnés. Et Étienne Menton, il n'a pas cette réputation. Non. Il n'a pas cette réputation. Il était procureur dans les Vosges et Épinal. C'est plutôt un type calme. C'est quelqu'un qui réfléchit. C'est pas quelqu'un qui s'emporte comme ça dans des... Alors, qu'est-ce qui lui prend? Mais c'est certainement quelqu'un de très bien. Il peut simplement reconstruire lui aussi quelque chose et avoir besoin, comme tout le monde, que ce soit élucidé, et puis refaire une histoire. Redéplier la feuille. Redéplier avec le recul. Et c'est comme ça qu'on bâtit en fait un peu des romans. Ou des erreurs judiciaires, dites-vous. Ou des erreurs judiciaires, si clairement. on va vraiment dans votre raisonnement. On n'en est pas encore à l'erreur judiciaire, puisque il va pouvoir s'expliquer, Marian Marinescu. Mais on rebâtit quelque chose qui ne va pas. Il y a plein d'erreurs dans le réquisitoire qui sont manifestes. Et sans la science, sans cette trace ADN qui fait basculer un peu ce dossier, on n'aurait pas ce probable
bientôt procès. Peut-être, je ne suis pas ni dans la tête du procureur. Non, mais je veux dire, on dit toujours la science au service de l'enquête, mais attention, à manier avec des pincettes. Exactement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la nécessité de l'interprétation. Une trace qui n'était pas exploitable en 1993, qui le devient récemment parce que les progrès permettent d'aller jusqu'à une cellule unique si besoin, ce n'est pas la même chose que s'il y avait eu vraiment une grosse trace dès le début, avec suffisamment de matériel génétique. On sait que les transferts en matière de... Comment on appelle ça? On appelle ça de l'ADN de contact, c'est ça? Alors, c'est ou ADN de contact ou transfert, de l'ADN de transfert. C'est-à-dire qu'il était initialement sur un support et que le pantalon a pu frotter ce support et a pris quelques cellules. Il faut là-dessus, il y a de nombreuses études, je les connais parfaitement bien, qui ont déjà montré que le matin, quand vous arrivez au travail, vous embrassez quelqu'un pour lui dire bonjour, vous pouvez retrouver l'ADN de la première personne que vous avez embrassée sur la 6e que vous aurez embrassée. Donc la volatilité... C'est pour ça qu'il faut embrasser personne. Exactement. La volatilité de l'ADN, la facilité de transfert qui existe, et maintenant quelque chose à prendre en compte dans l'interprétation, parce qu'on a des moyens analytiques qui vont très très loin, alors que en 1993, il fallait des traces lourdes, chargées, qui montraient bien qu'il y avait eu un contact, mais un contact fort, et qui laissait du matériel génétique en quantité pour permettre l'analyse. Donc si je vous entends bien, prudence sur ce dossier. Thibault, maître, la suite logique. Là, le procureur a requis un procès, mais c'est au juge d'instruction, on est d'accord, on le répète à nos téléspectateurs, qui décidera ou non de la tenue d'un procès. Il a combien de temps pour décider? Alors, comme il est en liberté, il a pas mal de temps, ils peuvent prendre plusieurs mois. Je pense qu'il prendra plusieurs mois. Et ce sera motivé. Oui. Et ce sera motivé. Et on peut vous poser la question sur la famille de la femme et de la fille. Donc le côté maternel, comment est-ce que eux ils ont, parce que vous m'avez expliqué comment vous avez accueilli cette décision, enfin ce renvoi. Comment est-ce que la mère, le côté maternel a accueilli cette demande? Le côté maternel, c'est-à-dire la mère de famille. Civiles. Ouais, les parties civiles. Les parties civiles, eh bien, sont très contentes. Les parties civiles, oui, mais elles y croient à cette piste-là, même 30 ans après les faits, ou elles se raccrochent à ça? C'est ça ma question. Je pense qu'elles se raccrochent à ça. Ouais. Et elles en ont besoin. On ne peut pas leur en vouloir d'essayer de connaître la vérité. Oui, de toute façon, on ne peut en vouloir à personne. Non, mais il ne s'agit pas d'en vouloir à qui que ce soit. Il s'agit d'essayer de faire triompher la vérité. La vérité, c'est que Marian Marinescu est innocent et que s'il avait laissé son matériel génétique à la suite d'un viol le jour des faits, ça se serait vu à l'œil nu pour les premiers gendarmes qui arrivaient. Ça, c'est une évidence. Donc vous, ce que vous dites, c'est qu'il faut revenir à la base, à la première enquête, qui est carrée, qui est solide et qui ne le flèche pas. Non. Non seulement qui ne le flèche pas, mais qui étudie et qui l'écarte. C'est bien plus que ça. Donc, il est très fermement écarté. Et cette enquête a été complète. Elle n'a pas permis de trouver qui était l'assassin. Et sans doute y a-t-il des pistes qui n'ont pas été suffisamment exploitées pour qu'on le trouve. Mais ça, qui peut savoir Donc, quand il sera acquitté, il est invité chez nous dans l'affaire suivante. Il est le bienvenu. C'est très bien. Merci à tous d'être venus sur ce plateau. Merci à vous. Avant de vous quitter, et pour ceux qui sont fans de cet individu, Dominique Rizet, vous pouvez le retrouver ce soir. Ce qu'il en reste. Sur RMC Découverte, c'est le retour. C'est le retour de Faites entrer l'accusé. Attention, c'est la 26e saison. Et ce soir, Dominique, vous racontez l'histoire de Fabrice Autran dans une belle maison d'Alès, dans le Gard. Oui. Un faux cambriolage qui tourne très mal, des coups de feu tirés sur sa femme qui s'en sort miraculeusement. Oui. Lui n'est pas visé, il ne vient pas à son secours. Alors pourquoi fait-il ça en réalité? Vous le verrez ce soir, il s'agit d'une tentative de meurtre. Quel teasing! Fabrice Autran, un homme bien sous tout rapport. Un modèle de fils dévoué, ingénieur des mines, chef d'entreprise, une belle maison dans un quartier résidentiel, une compagne amoureuse et un beau bébé. Il est grand, il est beau, il est bien élevé. Tout pour plaire, tout pour vivre heureux. Et il a tout gâché. Il allait sur les sites de rencontres, d'escort girl, il ne pouvait pas s'en passer. Le texte de présentation qui accompagne sa photo est sans équivoque. Alors que je vais être papa fin mai, je vais voir sur le net s'il y a moyen de baiser de la pouffe. Un homme qui trompe sa compagne, vous me direz, il y en a beaucoup. Mais côté trahison, Autran y est allé fort. Très fort. Allô? Oui, le SAMU. Des gens qui sont rentrés chez moi et ils nous ont tiré dessus. Et ma femme a eu reçu une balle. Je m'écroule sur le lit, j'étais sang partout et j'ai compris que si je bougeais, je mourrais. 3 balles. Et finalement, un miracle. Rachel survit. Mais qui a essayé de la tuer? Dans son lit.
en pleine nuit. Je sentais la mort autour de moi, je sentais que je devais mourir, quoi. Rachel avait raison, la mort rôdait, tout près et depuis longtemps, pour un des mobiles les plus ridicules qui soient. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est toujours un plaisir de passer ce moment avec vous, Dominique, et avec vous, téléspectateurs. Rendez-vous dimanche prochain.